Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage, pas autour du monde, mais autour d'un monument. Un monument qui semble défier le ciel, qui s'élève, fier, au-dessus de Paris. Un monument que le monde entier reconnaît au premier regard, qu'on a voulu d'abord abattre, puis qu'on a aimé, et enfin adoré. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la Tour Eiffel. Mais avant de vous raconter l'incroyable histoire de la Dame de Fer, j'aimerais vous parler de l'homme qui lui a donné son nom, Gustave Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon, en Bourgogne. Il vient d'une famille modeste, mais il a un don pour les sciences, et surtout pour l'ingénierie. Il étudie à l'École centrale des arts et manufactures à Paris, et il se spécialise rapidement dans les constructions métalliques. Il n'est pas architecte, mais ingénieur. Son domaine de prédilection, le fer, le métal, les structures audacieuses. Avant la Tour Eiffel, il conçoit des ponts, des viaducs et même des gares en France et partout dans le monde. Gustave Eiffel est aussi un entrepreneur visionnaire, exigeant et passionné. Il croit au progrès, à la science, à la grandeur de la technique. C'est dans cet état d'esprit qu'il va concevoir sa fameuse tour pour l'Exposition universelle de 1889. Et c'est cette tour, qui devait être temporaire, qui fera de lui un nom connu dans le monde entier. L'histoire de la Tour Eiffel commence dans les années 1880. Nous sommes en pleine révolution industrielle. L'Europe est fascinée par le progrès, la technique, les machines. La France, elle, se prépare à organiser l'Exposition universelle de 1889. Un événement majeur qui marquera le centenaire de la Révolution française. À cette occasion, un concours est lancé. Il faut imaginer une tour de 300 mètres de haut, construite en fer, installée à Paris. Une structure jamais vue, ni jamais réalisée. Et c'est là qu'intervient Gustave Eiffel. Comme je vous le disais, Gustave Eiffel n'est pas un architecte, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est un ingénieur. Il a déjà travaillé sur de grands projets. Mais là, il veut frapper fort, très fort. En réalité, l'idée de la tour ne vient pas directement de lui. Elle vient de deux de ses collaborateurs, Maurice Koechlin et Émile Nouguier. Eiffel croit en leur projet, rachète les droits, le développe et le présente comme le sien. C'était ambitieux, risqué, visionnaire, et ça n'a pas plu à tout le monde. Les travaux commencent en janvier 1887, 2 ans avant l'Expo. Sur le champ de Mars, à 2 pas de la Seine, on creuse, on forge, on assemble. Il faut savoir qu'à l'époque, une tour de 300 mètres, c'est un exploit technique, la plus haute structure du monde, qui, jusqu'alors, était la pyramide de Khéops, et elle faisait 146 mètres. La Tour Eiffel fera plus du double. Mais le chantier est aussi une performance humaine. Environ 300 ouvriers travaillent sur place sous la direction de Gustave Eiffel. Il y a des milliers de pièces en fer, plus de 2 millions de rivets, et tout est monté avec une précision millimétrée. Ce qui est fou, c'est que ce chantier ne dure que 2 ans, 2 mois et 5 jours. En mars 1889, la tour est terminée, juste à temps pour l'ouverture de l'Exposition universelle. Alors évidemment, aujourd'hui, on l'adore. Elle est sur les t-shirts, les mugs, les bijoux, les sacs. Mais à l'époque, c'est une autre histoire. Des écrivains, des artistes, des intellectuels crient au scandale. Ils la trouvent affreuse, monstrueuse, inutile. Parmi eux, il y a Maupassant, Alexandre Dumas fils, et même Charles Gounod. Il publie une lettre ouverte intitulée « Protestation contre la tour de Monsieur Eiffel ». Mais Gustave reste droit dans ses bottes. Il répond que sa tour est une prouesse technique, un hommage au progrès et même un instrument scientifique. Il installe un laboratoire tout en haut pour des expériences météorologiques et physiques. Et puis la tour finit par séduire, lentement, mais sûrement. Les visiteurs sont intrigués. Ils montent, ils admirent la vue,
Et peu à peu, la tour devient un symbole. Au début, la tour n'était censée rester que 20 ans. Elle devait être démontée en 1909. Mais le progrès technique la sauve. Avec l'arrivée de la télégraphie sans fil, la tour devient un relais parfait pour les communications. Pendant la Première Guerre mondiale, elle permet même d'intercepter des messages ennemis. Elle devient alors utile. Et donc, elle reste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle survit encore. Lorsque les Allemands envahissent Paris, Hitler veut y monter. Mais les ascenseurs sont sabotés. Et il n'ira jamais tout en haut. Un petit pied de nez à l'histoire. Après la guerre, la tour Eiffel est modernisée. On change les ascenseurs, on améliore l'éclairage, on la repeint. Encore et encore. D'ailleurs, elle est repeinte tous les 7 ans. Et il faut environ 60 tonnes de peinture à chaque fois. Dans les années 60 et 70, puis 80, la tour Eiffel devient une icône. À Paris, le tourisme explose. Les films s'y intéressent, les artistes aussi. On la voit dans les cartes postales, les clips, les pubs. La tour Eiffel est absolument partout. Et puis en 2000, pour le passage à l'an 2000, elle s'illumine d'un scintillement féerique toutes les heures pendant 5 minutes. Aujourd'hui, la tour Eiffel reçoit environ 7 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde. Elle continue de vivre, de vibrer. Elle a un restaurant, des boutiques, une vue spectaculaire sur Paris. Et elle continue d'être un lieu d'expérimentation. En 2022, on y a même installé une éolienne verticale et des panneaux solaires pour produire de l'énergie verte. Elle a plus de 135 ans et elle ne montre aucun signe de faiblesse. Mais surtout, la tour Eiffel est devenue un théâtre d'événements exceptionnel. En 2000, le concert de Johnny Hallyday donné au pied de la tour a rassemblé plus de 600 000 personnes. Un spectacle grandiose, en plein Paris, avec la Dame de Fer illuminée en toile de fond. Un moment mythique pour toute une génération. Elle est aussi un lieu de célébration nationale comme le 14 juillet où chaque année un feu d'artifice exceptionnel est tiré depuis la tour et ses alentours. Un moment magique retransmis à la télévision qui fait vibrer les Français et le monde entier. En 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, la tour Eiffel a été intégrée dans de nombreux visuels mais aussi dans l'organisation même des compétitions. Des épreuves comme le beach volley ont été installées à ses pieds. Elle devient l'espace d'un été, un symbole de l'effort, de l'union des peuples, du dépassement de soi. Et au quotidien, des milliers de propositions de mariage, de clips musicaux, de tournages, de shooting photos s'y déroulent. Elle inspire, elle fait rêver, elle relie les histoires personnelles à l'histoire collective. Alors, que nous raconte vraiment la tour Eiffel ? Elle nous parle d'audace, de cette capacité à croire en un projet fou, à le défendre envers et contre tous. Elle nous rappelle que ce qui choque aujourd'hui peut émerveiller demain, que le génie humain, lorsqu'il est guidé par la passion, peut bâtir des œuvres qui défient le temps. Mais surtout, la tour Eiffel est un langage universel. Où que l'on vive, à Tokyo, à Rio, New York ou au Caire, tout le monde connaît la tour Eiffel. Elle est devenue un rêve, une promesse de beauté, d'élégance et d'émotion. Elle est ce monument que l'on rêve de voir une fois dans sa vie, parce qu'elle est bien plus qu'un amas de fer. Elle est le cœur battant de Paris et un symbole d'unité dans ce monde divisé. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette histoire merveilleuse de la tour Eiffel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à l'occasion, pourquoi pas, salut la tour Eiffel de ma part, la prochaine fois que vous la verrez. À Paris.